Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 9. Minuit faisait étalage de son manteau noir dans les couloirs de l'université invisible, lorsque Duzinc, beaucoup moins assuré, se glissa prudemment vers les portes imperturbables de la bibliothèque. Il frappa et le bruit se répercuta si fort dans le bâtiment vide qu'il dut s'adosser à un mur et attendre que son cœur se calme un peu. Au bout d'un moment, il entendit comme de gros meubles qu'on déplaçait. « Wouk ! C'est moi. Wouk ! Duzinc. Wouk ! Écoutez, il faut que vous sortiez. Il va brûler la bibliothèque. » Pas de réponse. Duzinc se laissa tomber à genoux. « Il va le faire, comme le reste, » murmura-t-il. « C'est sûrement à moi qu'il va donner le boulot. C'est ce bourdon, il sait tout ce qui se passe. Il sait que je sais pour lui. S'il vous plaît, aidez-moi. » « Wouk ?» L'autre soir, j'ai regardé dans sa chambre. Le bourdon, il brillait, debout au milieu de sa pièce comme un phare. Et le gamin, il pleurnichait sur son lit. Et j'ai senti le bourdon qui allait vers lui, qui lui disait quoi faire, qui lui chuchotait des choses terribles. Et alors il m'a vu. Faut m'aider, vous seul n'êtes pas sous. Duzinc s'arrêta. Sa figure se pétrifia. Il se retourna très lentement, sans le vouloir, parce que quelque chose le faisait doucement pivoter. Il savait que l'université était vide. Les mages avaient tous déménagé dans la nouvelle tour, où les étudiants les plus humbles bénéficiaient des suites plus somptueuses que des mages de haut grade n'en avaient jamais eu jusque-là. Le bourdon était suspendu en l'air à quelques pas. Une faible lueur octarine l'entourait. Duzinc se releva tout doucement et, le dos toujours collé au mur, sans quitter l'objet des yeux, glissa avec précaution le long de la paroi jusqu'au bout du couloir. À l'angle, il nota que le bourdon, toujours à la même place, avait pivoté de son axe pour le suivre. Il poussa un petit cri, empoigna sa robe et s'élança. Le bourdon était devant lui. L'intendant s'arrêta dans une glissade et ne bougea plus, retenant son souffle. « Tu ne me fais pas peur, » mentit-il. Il tourna les talons, marcha dans une autre direction et claqua des doigts pour faire apparaître une torche qui brûlait d'une flamme blanche et délicate. Seule sa pénombre d'octarine trahissait son origine magique. Une fois encore, le bourdon était devant lui. La lumière de la torche fut aspirée dans un mince courant chantant de feu blanc qui brilla avant de disparaître. Plop. Duzinc attendit, les yeux larmoyants d'images bleues persistantes. Mais le bourdon, quoique toujours là, n'avait pas l'air de vouloir en profiter. Lorsqu'il recouvra sa vision, il crut distinguer une obscurité encore plus épaisse sur sa gauche. L'escalier qui descendait aux cuisines. Il fonça comme une flèche dans sa direction et bondit par-dessus les marches invisibles avant d'atterrir lourdement et inopinément sur un sol d'allée inégale. Un peu de clair de lune filtrait par une grille au loin, et quelque part là-bas, il le savait, se trouvait une issue vers le monde extérieur. Mal assuré sur ses jambes, les chevilles douloureuses et la respiration aussi assourdissante dans les oreilles que s'il était fourré la tête jusqu'au cou dans un coquillage, Duzinc se lança dans la traversée du désert sombre et interminable du carrelage. Il buta des pieds contre les objets de métal par terre. Il n'y avait plus de rats ici désormais, évidemment vu que la cuisine était ces derniers temps tombée en désuétude. Les cuisiniers de l'université étaient les meilleurs du monde, mais maintenant, n'importe quel mage pouvait faire apparaître des repas qui dépassaient le simple talent culinaire. Les grandes casseroles de cuivre pendaient au mur, abandonnées, déjà ternies, et les fourneaux, sous la voûte de la cheminée géante, ne contenaient plus que des cendres froides. Le bourdon bloquait la porte de derrière comme une barre.
Il se redressa à la verticale lorsque Duzinc arriva de son pas titubant et resta suspendu là, tout près, rayonnant de malveillance sereine. Puis, en douceur, il plana vers l'intendant. Duzinc recula, ses pieds glissèrent sur les dalles grasses. Un grand coup derrière les cuisses le fit glapir, mais lorsqu'il tendit la main dans son dos, il s'aperçut qu'il ne s'agissait que de l'un des billots. Il tâta désespérément sa surface balafrée et, contre toute attente, découvrit un couperet enfoncé dans le bois. D'un geste instinctif aussi vieux que l'humanité, il referma les doigts sur son manche. Hors d'haleine, hors de lui, hors du temps et de l'espace, il était en outre terrorisé, hors de comparaison. Aussi, lorsque le bourdon voltigea devant ses yeux, il dégagea violemment le couperet pour porter un coup de taille avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Et il hésita. Tout ce qu'il y avait de magie en lui s'élevait contre la destruction d'une pareille puissance, une puissance peut-être encore utilisable par lui. Le bourdon pivota et pointa son axe dans sa direction. À plusieurs couloirs de là, le bibliothécaire, arc-bouté, dos à la porte de la bibliothèque, regardait les éclairs bleus et blancs qui dansaient sur le plancher. Il entendit un claquement sec et lointain d'énergie pure, suivi d'un son qui démarra dans le grave pour finir dans les fréquences aiguës que même Carlou, couché les pattes sur la tête, n'arrivait pas à percevoir. Puis un tintement léger et ordinaire, comme celui que produirait un couperet de métal fondu et tordu lâché sur du dallage. Le genre de bruit après lequel le silence ressemble au grondement d'une avalanche tiède. Le bibliothécaire s'enveloppa dans ce silence comme dans une cape, et, immobile, considéra les rangées successives de livres qu'ils palpitaient faiblement dans la lueur de leur propre magie. Les rayonnages, les uns après les autres, le regardèrent par terre. Ils avaient entendu, ils sentaient leur effroi. L'orang-outan garda une immobilité de statue plusieurs minutes durant, puis parut prendre une décision. Il se dandina sur ses phalanges jusqu'à son bureau, et après avoir bien farfouillé, ramena un lourd anneau auquel tintaient des clés. Il revint alors au milieu de la salle et dit très posément « Wouk ». Les livres tendirent le cou sur leur rayonnage. Le bibliothécaire avait maintenant toute leur attention. « Où on est là ?» fit Conina. Rincevent jeta un regard circulaire et tenta de deviner. Il se trouvait toujours au cœur d'Alcali. Il entendait son bourdonnement de l'autre côté des murs. Mais au beau milieu de la cité grouillante, on avait dégagé un vaste espace pour le ceindre de murs et planté un jardin si romantiquement naturel qu'il avait l'air aussi vrai qu'un cochon en sucre. On dirait qu'on a pris 10 kilomètres sur 10 de vieux quartiers et qu'on les a encerclés de murs et de tours, hasarda-t-il. Drôle d'idée, dit Conina. D'après certaines religions du pays, enfin, quand on meurt, vous voyez, on se retrouve dans ce genre de jardin où il y a ce genre de musique et poursuivit-il piteusement, du sorbet et des jeunes dames. Conina embrassa la verte splendeur du jardin clos, avec ses pans, ses arches tarabiscotées et ses fontaines légèrement asthmatiques. Une dizaine de femmes étendues lui renvoyèrent son regard, impassible. Un orchestre à cordes invisibles jouait du bang, la complexe musique klatschienne. « Je ne suis pas morte, » dit-elle. « Je suis sûre que je m'en souviendrai. D'ailleurs, ce n'est pas ça l'idée que je me fais du paradis. » Elle détailla d'un œil critique les créatures allongées et ajouta. « Je me demande qui leur coupe les cheveux. » La pointe d'une épée la poussa dans le creux des reins, et tous deux s'engagèrent sur le sentier décoré qui menait à un petit pavillon à dôme entouré d'oliviers. Elle se renfrogna. « De toute façon, je n'aime pas les sorbets. »
Rincevant ne releva pas. Il était occupé à vérifier l'état de son esprit, et ça n'avait rien de réjouissant. Il avait l'horrible intuition de tomber amoureux. Il était sûr de présenter tous les symptômes de la maladie. Paume moite, sensation de chaleur dans l'estomac, la peau de la poitrine comme de l'élastique tendu. Et puis l'impression, à chaque fois que Conina parlait, qu'on lui injectait de l'acier en fusion dans l'épine dorsale. Il baissa les yeux sur le bagage qui cheminait stoïquement près de lui et reconnut les symptômes. « Pas toi aussi ?» fit-il. C'était peut-être les jeux de la lumière du soleil sur le couvercle buriné, mais l'espace d'un instant, il parut plus rouge que d'habitude. Évidemment, le poirier savant entretient ce genre d'étranges relations mentales avec son propriétaire. Rincevant secoua la tête. Ça n'expliquait tout de même pas pourquoi le coffre se départait de son fond malfaisant. « Ça ne marcherait pas, » fit-il. « Je veux dire, c'est une femme, toi tu es... t'es un... » Il marqua un temps. « Enfin quoi, tu es de bois, ça ne marcherait pas, là. Et puis on jaserait. » Il se retourna et jeta un œil mauvais au garde en robe noire derrière lui. « Je ne sais pas ce que vous avez à nous regarder comme ça, » dit-il durement. Le bagage se rapprocha furtivement de Conina et la suivit de si près qu'elle se cogna une cheville dessus. « Casse-toi » lâcha-t-elle sèchement, et elle lui flanqua un coup de pied, intentionnel cette fois. Pour autant qu'il fût capable d'expression, le bagage regarda la jeune femme avec l'air choqué d'avoir été trahi. Le pavillon devant eux était un dôme en forme d'oignon, décoré à l'extrême, incrusté de pierres précieuses et posé sur 4 piliers. L'intérieur n'était qu'une masse de coussins sur lesquels se prélassait un homme grassouillet, entre 2 âges, entouré de 3 jeunes femmes. Lui portait une robe pourpre tissée de fils d'or. Quant à elle, autant que Rincevant pouvait en juger, elle démontrait l'étendue des possibilités qu'offraient 6 petits couvercles de casseroles et quelques dizaines de centimètres de tulle à rideaux. Quoique, Rincevant frissonna, étendu ne fut pas le mot adéquat. L'homme, apparemment, écrivait. Il leva la tête vers eux. « J'imagine que vous ne connaissez pas de bonne rime à vous ?» demanda-t-il avec humeur. Rincevant et Conina échangèrent un regard. « Bou » fit Rincevant. « Chou » Gnou proposa Conina avec une gaieté forcée. L'homme hésita. « Gnou, j'aime bien, » dit-il. « Gnou, ça ouvre des horizons. Et gnou, ça irait parfaitement bien. Approchez-vous donc des coussins à propos. Tenez du sorbet. Pourquoi vous restez planté là comme ça ?»« C'est à cause de ces cordes, » dit Conina. « Moi, je fais une allergie au froid de l'acier, » ajouta Rincevant. « Vraiment que c'est ennuyeux, » fit le gros homme qui frappa dans des mains si lourdes de bagues qu'elles rendirent un son en métal. 2 gardes s'avancèrent, vivement et tranchèrent les liens. Puis tout le bataillon se dispersa. Mais Rincevant sentait nettement des dizaines d'yeux sombres qui les surveillaient depuis le feuillage environnant. Un instinct animal lui disait que même s'il se retrouvait apparemment seul avec l'homme et Conina, le premier geste agressif de sa part mettrait le monde à feu et à sang. Il s'efforça de prendre une attitude calme et parfaitement amicale. Il s'efforça de trouver quelque chose à dire. C'était délicieux, une espèce de goût sucré, croquant, avec un soupçon de miel. Il en reprit 2 autres. « Excusez-moi, » fit Conina. « mais qui êtes-vous? Et où sommes-nous ici ?»« Je m'appelle Créosote, sérif d'Alcali, » répondit le gros homme. « Et vous êtes ici dans mon désert. On fait ce qu'on peut. » Rincevant toussa sur son bâton au miel. « Pas le Créosote est riche comme Créosote, » dit-il. « Ça, c'était mon cher père. En fait, je serais plutôt plus riche. Quand on a beaucoup d'argent, je le crains, c'est dur de rester simple. On fait ce qu'on peut. » Il soupira. «
Vous pourriez essayer de le distribuer. dit Conina. Et il soupira encore. Ce n'est pas facile, vous savez. Non, on doit seulement essayer de faire peu avec beaucoup. Non, non, mais dites donc, Fit Rincevant en postillonnant des bouts de bâton. on raconte, enfin, tout ce que vous touchez se change en or, bon sang. Ça doit poser des problèmes pour aller aux toilettes. Remarqua joyeusement Conina. Pardon. On fait l'objet de ce genre de racontard, Dit Créosote, qui feignit de n'avoir pas entendu. tellement ennuyeux. Comme si la richesse comptait. Les vraies richesses se trouvent dans les trésors de la littérature. Le créosote dont moi j'ai entendu parler Dit lentement Conina. dirigeait une bande de tueurs fous. Les assassins, ceux d'origine, qu'on craint dans tout le clatch mondial. Sans vouloir vous offenser. Ah oui, cher père, Fit Créosote junior. Les Aschachins. une idée tellement originale mais pas du tout efficace. Alors nous avons préféré engager des thugs. Ah, du nom d'une secte religieuse. Dit Conina d'un air entendu. Créosote posa sur elle un long regard. Non, Dit-il lentement. je ne crois pas. Je crois que le nom vient de leur manie de repousser la figure des gens à l'arrière du crâne. Affreux, vraiment. Il ramassa le parchemin sur lequel il écrivait et poursuivit. Moi, j'aspire à une vie plus cérébrale. C'est pourquoi j'ai fait transformer le centre de la ville en désert. Tellement mieux pour l'activité mentale. On fait ce qu'on peut. Vous permettez que je vous lise ma dernière œuvre ? Quel œuf fit Rincevant qui ne suivait pas. Créosote tendit soudain une main potelée et déclama. Un palais d'été sous les bambous. Une bouteille de vin, une miche de pain. Du couscous à l'agneau avec des courgettes, des langues de pain rôties, des brochettes, du sorbet glacé, un assortiment de bonbons dans le chariot des desserts, et un florilège de vous, qui chantait près de moi dans le désert, et le désert c'est. Il marqua une pause et prit sa plume, l'air songeur. Gnou, c'est peut-être pas une si bonne idée, dit-il. Maintenant que j'y pense. Rincevant parcourut du regard la verdure manucurée, les rochers soigneusement disposés et les hauts murs d'enceinte. L'une des vous, fit-il d'un clin d'œil. C'est un désert ici demanda-t-il. Mes jardiniers paysagistes y ont intégré des caractéristiques principales, je crois. Ils ont mis un temps fou à créer des ruisselets suffisamment sinueux. Je sais de source sûre qu'il y a des points de vue d'une grandeur sauvage et d'une beauté naturelle étonnante. Et des scorpions, dit Rincevant qui s'offrit un autre bâton au miel. Ça, je ne sais pas, dit le poète. Je trouve les scorpions peu poétiques. Le miel sauvage et les bousiers me paraissent plus appropriés selon les normes habituelles de la poésie, mais je n'ai jamais vraiment eu de gros goût pour les insectes. Vous confondez peut-être le bousier avec l'arbousier, ou avec l'arbouze, son fruit. Dit Conina. Père n'arrêtait pas de me dire que c'était délicieux. Pas des insectes dit Créosote. Je ne pense pas. Le sérif adressa un signe de tête à Rincevant. Autant que vous finissiez alors. C'est désagréable, ça croque sous la dent, je ne voyais pas ce qu'on leur trouvait. Je ne voudrais pas avoir l'air ingrate, dit Conina, par-dessus la toux frénétique de Rincevant. Mais pourquoi vous nous avez fait amener ici? Bonne question. Créosote la considéra d'un œil vide quelques secondes, comme s'il cherchait à se rappeler la raison de leur présence. Vous êtes véritablement une jeune femme très séduisante, dit-il. Savez-vous jouer du tympanon, par hasard? Combien y a-t-il de lames? Répliqua Conina. Dommage, fit le sérif. J'en ai fait importer un tout exprès. Mon père m'a appris à jouer de l'harmonica, offrit-elle spontanément. Les lèvres de Créosote remuèrent en silence, tandis qu'il examinait l'idée. Pas bon, dit-il. Mauvaise scansion. Mais merci quand même.
Il posa sur elle un autre regard songeur. « Vous savez, vous êtes extrêmement ravissante. On ne vous a jamais dit que votre cou est une tour d'ivoire ?» « Jamais, » répondit Conina. « Dommage, » répéta Créosote. Il fourragea parmi ses coussins et ramena une petite cloche qu'il agita. Au bout d'un moment, une silhouette sombre apparut derrière le pavillon. Le nouvel arrivant donnait l'impression de pouvoir suivre les pensées d'un tire-bouchon sans effort, et quelque chose dans son regard aurait fait fuir le rongeur enragé moyen, découragé, sur la pointe des pieds. Cet homme-là, auriez-vous dit, il a les mots grand vizir inscrits sur toute sa personne. On ne peut rien lui apprendre sur les histoires de veuves escroquées et des jeunes gens sensibles, emprisonnés dans de prétendues grottes pleines de joyaux. Question coup fourré, c'est probablement lui qui a écrit le manuel, ou plus vraisemblablement qu'il l'a volé à un autre. Il portait un turban où émergeait un chapeau pointu, ainsi qu'une moustache longue et fine, bien entendu. « Ah, Abrim !» fit Créosote. « Altesse ?»« Mon grand vizir, » dit le sérif. « Il me semblait bien, » murmura Rincevent dans sa barbe. « Ces gens, pourquoi les a-t-on amenés ici ?» Le vizir se tortilla la moustache. Il saisissait sans doute une autre douzaine de biens hypothéqués. « Le chapeau, Altesse !» répondit-il. « Le chapeau, si vous vous rappelez. »« Ah oui, passionnant, où l'a-t-on mis ?»« Attendez, » dit en hâte Rincevent, « ce chapeau, il ne serait pas du genre pointu, cabossé, avec des tas de machins dessus, comme de la dentelle et tout, et... » Il hésita. « Personne n'a essayé de le coiffer, hein ?»« Il nous a formellement mis en garde là-dessus, » fit Créosote. « Alors Abrim l'a fait essayer un esclave. »« Évidemment. Il nous a dit que ça lui a donné mal de tête. Le chapeau nous a aussi prévenus de votre arrivée prochaine, » dit le vizir qui inclina brièvement la tête à l'adresse de Rincevent. « Et donc le sérif, a pensé que vous pourriez nous en dire plus sur ce merveilleux article. » On connaît le ton de voix qualifié d'interrogatif, et celui-là qu'employait le vizir, un léger accent dans ses paroles suggérait que, s'il n'en apprenait pas très rapidement davantage sur le chapeau, il avait en tête diverses activités au cours desquelles les mots « au rouge » et « un tour de plus » revenaient souvent. Bien entendu, tous les grands vizirs parlent sans arrêt comme ça. Il doit sans doute exister une école quelque part. « Ça alors, je suis bien content que vous l'ayez trouvé, » dit Rincevent. « Ce chapeau, c'est ni. Je vous demande pardon ?» s'étonna Abrim, qui fit signe à deux gardes aux aguets de s'approcher. « Je n'ai pas bien saisi après que la jeune dame... » Il inclina la tête vers Conina. « Vous avez envoyé son coude dans l'oreille ?» « Je crois, » dit Conina poliment mais fermement, « qu'il vaudrait mieux nous emmener le voir. » 5 minutes plus tard, depuis la table où il trônait dans la salle au trésor du sérif, le chapeau lança. « Quand même, qu'est-ce que vous avez fichu ?» Le moment est bien choisi. Alors que Rincevent et Conina vont sans doute être les victimes d'une charge meurtrière, que Thune va prendre la parole devant une assemblée de mages tremblants à propos de la déloyauté, et que le disque va tomber sous une dictature magique, le moment est bien choisi donc pour aborder le sujet de la poésie et de l'inspiration. Par exemple, le sérif, dans son petit désert coquet, vient de feuilleter ses pages de vers pour retrouver ceux qui commencent ainsi. Debout, déjà le matin dans la tasse du jour, disperse de sa cuillère les étoiles alentour. Et il soupire parce que les vers incandescents qui lui embrasent l'imagination n'ont jamais l'air de sortir exactement comme il le voudrait. En réalité, il est impossible que ça se produise un jour. C'est fâcheux, mais ce genre de choses arrive tout le temps. Fait établi bien connu dans tous les mondes multidimensionnels du multivers, on doit la plupart des grandes découvertes à un bref moment d'inspiration. Il y a préalablement un gros travail de défrichement, évidemment, mais ce qui emporte la décision, c'est la vue,
disons d'une pomme qui tombe, d'une bouilloire sur le feu ou de l'eau qui déborde de la baignoire. Un déclic se produit dans la tête de l'observateur et tout se met en place. La configuration de l'ADN, dit-on communément, doit sa découverte à la vision fortuite d'un escalier en spirale, à l'instant où le savant qui l'empruntait avait le cerveau juste à la bonne température de réception. S'il avait pris l'ascenseur, toute la génétique aurait pu s'en trouver considérablement changée. La chose passe pour merveilleuse. Erreur. C'est tragique. Des petites particules d'inspiration pleuvent sans arrêt dans tout l'univers, traversant la matière la plus dense comme un neutrino, une meule de barbe à papa, et la plupart ratent leur but. Pire encore, la plupart de celles qui atteignent leur cible cérébrale n'atteignent pas la bonne. Par exemple, le rêve bizarre d'un beignet de plomb sur un portique de 2 km de haut qui, dans le cerveau adéquat, aurait servi de catalyseur à l'invention d'un générateur électrique à refoulement gravitationnel, une forme d'énergie bon marché, inépuisable et parfaitement non polluante, objet des recherches séculaires d'un certain monde qui, faute de l'avoir découverte, connut une guerre terrible et vaine. Ce rêve échut, en fait, à un petit canard ahuri. Par un autre coup de malchance, la vue d'une troupe de chevaux blancs galopant dans un champ de jacinthes sauvages aurait amené un compositeur en mal de succès à écrire la célèbre Suite du Dieu volant et à dispenser aide et réconfort à des millions d'âmes en peine, s'il n'était pas resté chez lui cloué au lit avec un zona. L'inspiration tomba donc sur une grenouille voisine, laquelle n'était guère en mesure d'apporter une contribution éclatante dans le domaine de la poésie symphonique. Maintes civilisations se sont rendues compte de ce gâchis lamentable et ont appliqué diverses méthodes de prévention. La plupart consistent en des tentatives aussi agréables qu'illicites de régler l'esprit sur la bonne longueur d'onde au moyen d'herbes exotiques ou de dérivés de levure. Ça ne marche jamais correctement. Et ainsi, Créosote, qui avait eu en rêve l'inspiration d'un joli poème sur la vie, la philosophie et comment elles ont bien meilleure tournure à travers le fond d'un fer de vin, était complètement incapable d'en profiter parce qu'il avait autant la fibre poétique qu'une hyène. Que les dieux permettent encore ce genre de choses demeure un mystère. En réalité, l'éclair d'inspiration nécessaire à l'explication de ce mystère s'est produit, mais la créature qui l'a reçu, une petite mésange bleu femelle, n'a jamais pu l'exprimer clairement, même par des messages codés vraiment acharnés de son bec sur des bouchons de bouteilles de lait déposés devant les portes. Par une étrange coïncidence, un philosophe qui avait consacré plusieurs nuits blanches au même mystère s'est réveillé ce matin-là avec une idée nouvelle et formidable pour sortir des cacahuètes d'une mangeoire d'oiseaux. Ce qui nous amène tout droit à la question de la magie. Très loin dans les gouffres sombres de l'espace interstellaire, une particule isolée d'inspiration file à toute allure, ignorante du sort qui l'attend, ce qui est aussi bien parce qu'elle doit toucher, d'ici quelques heures, une toute petite zone du cerveau de Rincevent. Une tâche ardue, même si le centre créatif de Rincevent avait été d'une taille correcte, mais le karma de la particule a soulevé le problème d'atteindre une cible mouvante de la dimension d'un raisin sec, distance de plusieurs centaines d'années-lumière. L'existence est parfois très dure pour une petite particule subatomique dans un grand univers. Si elle réussit en tout cas, il viendra à Rincevent une pensée philosophique d'envergure. Sinon, une brique voisine aura une idée lumineuse dont, faute de l'équipement nécessaire, elle ne saura pas du tout que faire. Le palais du Sérif, le légendaire Roxy, couvrait la majeure partie du centre d'Alcali que n'occupait pas déjà le désert. Presque tout ce qui se rapportait à Créosote relevait de la mythologie, et le palais, avec ses arches, ses dômes et ses nombreux piliers,
avait, disait-on, plus de pièces qu'on n'en aurait pu compter. Rincevent ignorait le numéro de celle où il se trouvait. « Il est magique, n'est-ce pas ?» fit Abrim le vizir. Il poussa Rincevent dans les côtes. « Vous êtes mage, reprit-il. Dites-moi à quoi il sert. »« Comment vous savez que je suis mage ?» fit désespérément Rincevent. « C'est écrit sur votre chapeau. »« Ah !»« Et vous étiez sur le bateau avec l'autre chapeau, là. Les hommes vous ont vu. »« Le sérif emploie des trafiquants d'esclaves ? Fit sèchement Conina. « Moi, je ne trouve pas ça d'une grande simplicité de sa part. » Oh, c'est moi qui emploie les trafiquants. Je suis le vizir, après tout, dit Abrim. C'est ce qu'on attend plus ou moins de moi. Il considéra la fille d'un air songeur, puis fit un signe de tête à deux gardes. Le sérif actuel est plutôt littéraire dans sa manière de voir, dit-il. Moi, non. Emmenez-la quand même au sérail. Il roula des yeux et poussa un soupir irrité. Je suis sûr que l'unique sort qui l'attend, c'est l'ennui et peut-être le mal de gorge. Il se tourna vers Rincevent. Ne dites rien, fit-il. Ne bougez pas les mains, n'essayez pas des tours de magie. Des amulettes bizarres et puissantes me protègent. Et là, 1 minute, commença Rincevent et Conina le coupa. Ça va, je me suis toujours demandé à quoi ressemblait un rem. La bouche de Rincevent continuait de s'ouvrir et de se refermer, mais aucun son n'en sortait. Enfin, il réussit à émettre un « non ». Elle remua un sourcil à son intention, sans doute un signal. Le mage sentait qu'il aurait dû le comprendre, mais des passions étranges s'agitaient au fond de lui. Sans le rendre brave pour autant, elle le mettait en colère. Accéléré, le dialogue sous son crâne donnait à peu près ceci. « Burk, qui c'est ? T'as conscience ? Je me sens mal. Regarde, il l'embarque au harem. Mieux vaut elle plutôt que moi, se dit Rincevent, mais sans grande conviction. Fais quelque chose. Il y a trop de gardes là-bas. Ils vont me tuer. Ils vont te tuer et après, ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, si, songea Rincevent, lugubre. Mais pense comme tu seras bien dans ta prochaine vie. Écoute, la ferme, je veux bien. J'en ai assez de moi. Abrim s'approcha du mage et le regarda curieusement. « À qui parlez-vous » demanda-t-il. « Je vous préviens, » fit Rincevent entre ses dents serrées. « J'ai une boîte magique à pattes qui n'a aucune pitié avec les agresseurs. Un seul mot de moi et... »« Vous m'impressionnez, » dit Abrim. « Est-elle invisible » Rincevent risqua un œil derrière lui. « Oh, j'étais sûr de la voir avec moi quand je suis entré, » dit-il avant de s'affaisser. Il serait faux de prétendre que le bagage n'était pas visible nulle part. Il était visible quelque part, mais nulle part près de Rincevent. Abrim fit lentement le tour de la table où reposait le chapeau en se tortillant la moustache. « Encore une fois, fit-il, je vous le demande, ce chapeau a un pouvoir, je le sens, et il faut me dire lequel. Pourquoi vous ne lui demandez pas directement ?» fit Rincevent. « Il refuse de me répondre. D'ailleurs, pourquoi voulez-vous le savoir ?» Abrim éclata de rire. Un rire désagréable aux oreilles. On aurait dit qu'on lui avait expliqué comment s'y prendre, sans doute lentement et souvent, mais qu'il n'avait jamais entendu personne rire. « Vous êtes mage, » dit-il. « La magie, c'est une affaire de pouvoir. Je m'y suis moi-même intéressé. J'ai le talent, vous savez. » Le vizir se redressa avec raideur. « Oh oui, mais ils n'ont pas voulu m'admettre à votre université. Ils ont dit que j'étais mentalement instable. Le croyez-vous » ? « Non, » répondit Rincevent sincère. Il avait toujours trouvé que la plupart des mages de l'invisible n'avaient pas inventé la brique tiède. Abrim était sans doute de la bonne étoffe pour faire un mage. Le dignitaire le gratifia d'un sourire encourageant. Rincevent jeta un regard en coin au chapeau. Le couvre-chef resta silencieux. Il regarda à nouveau le vizir. Si le rire d'Abrim était bizarre, auprès du sourire il devenait aussi normal qu'un chant d'oiseau. On aurait dit qu'il l'avait appris à partir de diagrammes.
Vous auriez beau monter sur vos grands chevaux que je ne pourrais pas vous aider, dit-il. Ah, repartit le vizir. En effet. Il fit signe au garde le plus proche. Avons-nous de grands chevaux à l'écurie? Oui, mais plutôt mauvais, maître. Excitez-en 4 et conduisez-les dans la cour côté sens direct. Et oh, amenez plusieurs longueurs de chaîne. Tout de suite, maître. Écoutez, fit Rincevent. Oui, fit Abrim. Vu comme ça, vous avez une remarque à faire? C'est le chapeau de l'archichancelier, si vous voulez savoir, dit Rincevent. Le symbole de la magie. Puissant? Rincevent frissonna. Très, fit-il. Pourquoi l'appelle-t-on le chapeau de l'archichancelier? L'archichancelier est le mage le plus élevé dans la hiérarchie, vous voyez, le chef. Mais écoutez, Abrim se saisit du chapeau, le tourna et le retourna dans ses mains. C'est comme qui dirait le symbole de la charge? Absolument, mais écoutez, si vous le mettez, j'aime mieux vous prévenir. La ferme. Abrim fit un bond en arrière. Le chapeau tomba par terre. Le mage ne sait rien. Renvoyez-le et négocions. Tête baissée, le vizir fixait les octarines scintillantes autour du chapeau. Moi, négocier avec un article vestimentaire? J'ai beaucoup à offrir, une fois sur la bonne tête. Rincevent était épouvanté. On a déjà signalé qu'il avait un instinct du danger qu'on prête souvent à certains petits rongeurs, lequel instinct cognait à coups redoublés à l'intérieur de son crâne pour filer se cacher quelque part. « N'écoutez pas !» s'écria-t-il. « Coiffez-moi !» fit miellement le chapeau d'une voix ancestrale donnant l'impression qu'il parlait la bouche pleine de feutre. Si véritablement il existait une école pour vizir, Abrim en était sorti major de sa promotion. « Discutons d'abord, » décida-t-il. Il eut un signe de tête à l'intention des gardes et désigna Rincevent. « Emmenez-le et jetez-le dans la cuve aux araignées, » ordonna-t-il. « Non, pas les araignées, surtout pas ça !» gémit Rincevent. Le capitaine des gardes fit un pas en avant et se frappa respectueusement le front du poing. « Plus d'araignées, maître, » dit-il. « Oh !» Le vizir eut l'air momentanément pris au dépourvu. « Dans ce cas, enfermez-le dans la cage du tigre. » Le garde hésita, s'efforça d'ignorer le déchaînement soudain de gémissements auprès de lui. « Le tigre est malade, maître, tourné dans sa cage toute la nuit. »« Alors balancez-moi ce pleutre pleurnichard dans le puits du feu éternel. » Deux gardes échangèrent un regard par-dessus la tête de Rincevent tombé à genoux. « Ah, faut nous prévenir un peu à l'avance, maître, pour le remettre en route, quoi. » Le poing du vizir s'abattit violemment sur la table. La figure du capitaine des gardes s'éclaira horriblement. « Il y a la fosse au serpent, maître, » dit-il. Les autres gardes approuvèrent du chef. Il y avait toujours la fosse au serpent. 4 têtes se tournèrent vers Rincevent, qui se releva et s'épousseta le sable des genoux. « Vous en pensez quoi des serpents ?» demanda l'un des gardes. « Les serpents, je les aime pas beaucoup, ces bêtes-là. »« La fosse au serpent, » fit Abrim. « C'est ça, la fosse au serpent, » abondèrent les gardes. « Je veux dire, certains serpents, ça va, » poursuivit Rincevent, tandis que 2 gardes le saisissèrent par les coudes. Du reste, la fosse ne contenait qu'un seul serpent très prudent qui restait obstinément lové dans un angle obscur pour observer Rincevent d'un œil soupçonneux, peut-être parce que le mage lui rappelait une mangouste. « Salut !» finit-il par dire. « Vous êtes un mage ?» Comme réplique de dialogue reptilien, c'était une nette amélioration par rapport au chapelet des habituels, mais Rincevent, bien assez abattu comme ça, ne perdit pas son temps à s'étonner et répondit simplement « C'est écrit sur mon chapeau, tu ne sais pas lire ?»« Si, en 7 langues. J'ai appris tout seul. »« Vraiment ? J'ai suivi des cours par correspondance.
Mais j'évite de lire autant que possible, évidemment. Ça n'est pas conforme à mon personnage. J'imagine que non. C'était certainement la voix de serpent la plus cultivée que Rincevent ait jamais entendue. C'est la même chose avec la voix, je le crains, ajouta le serpent. Je ne devrais pas vous parler en ce moment. Pas de cette façon-là, en tout cas. Je suppose que je pourrais grogner un peu. Je crois même qu'il faudrait que j'essaye de vous tuer, en fait. J'ai des pouvoirs bizarres et peu courants, dit Rincevent. Pas tout à fait faux, songea-t-il. Une incapacité quasi totale à maîtriser toute forme de magie, c'est plutôt inhabituel pour un mage. Et puis, n'importe comment, mentir à un serpent, ça ne compte pas. Sapristi! Eh bien, j'imagine que vous n'allez pas faire de vieux os ici, alors. Hein? J'imagine que vous allez l'éviter et sortir comme une flèche de ce puits d'un instant à l'autre. Rincevent leva les yeux sur les 5 mètres de paroi de la fosse au serpent et massa ses ecchymoses. « Je pourrais, » dit-il avec circonspection. « Dans ce cas, vous ne verriez pas d'objection à m'emmener, hein? Hein? C'est beaucoup demandé, je sais. Mais cette fosse, ma foi, c'est vraiment le trop. T'emmener? Mais t'es un serpent. C'est ta fosse ici. T'es ici pour y rester pendant qu'on t'emmène du monde. Je connais ces choses-là. » Une ombre derrière le serpent se déplia et se releva pour lui lancer. « Ce n'est pas bien aimable de dire ça. » La silhouette s'avança dans la tache de lumière. Il s'agissait d'un jeune homme, plus grand que Rincevent. Enfin, Rincevent était assis par terre, mais l'autre aurait été plus grand, même avec le mage debout. Le qualifier de maigre serait rater une bonne occasion de placer le mot émacié. Il donnait l'impression d'avoir compté des porte-toast et des chaises longues parmi ses ancêtres, et ce qui rendait la chose évidente, c'étaient ses vêtements. Rincevent regarda à nouveau. Il avait bien vu la première fois. La silhouette aux cheveux raides devant lui portait le costume pratiquement traditionnel des héros barbares. Quelques lanières de cuir clouté, de grosses bottes fourrées, un petit fourre-tout de peau et la chair de poule. Jusque-là, rien d'anormal, on croisait une vingtaine d'aventuriers semblablement accoutrés dans n'importe quelle rue d'Ankh-Morpork, mais jamais qui portait... Le jeune homme suivit son regard, baissa les yeux et haussa les épaules. « Je n'y peux rien, dit-il. J'ai promis à ma mère. »« Des sous-vêtements en tricot ?»